Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour cette édition du mercredi 22 avril. Au sommaire ce soir, les prix des billets d'avion vont augmenter. Air Tahiti et Air Moana annoncent une hausse pour les voyageurs, conséquence directe de la guerre en Iran et de l'augmentation des prix du kérosène. Tous les détails au début de cette édition. 15 membres du Tavini Huir Atira radiés du parti. La rupture est actée avec les dissidents du nouveau groupe Afanotia de Tematei Le Gaïk. Une séparation qui laisse présager de fortes perturbations dans l'examen des prochains textes du gouvernement, désormais privé de majorité. Donner la vie ne devrait pas rimer avec précarité. En Polynésie, des centaines de femmes sont toujours contraintes de quitter leur île pour accoucher à Tahiti dans des conditions parfois très difficiles. L'association Agir Partage Santé Pacifique interpelle le pays. La situation doit évoluer. Et puis cette fierté pour le Whenua. Poerava Temakeu a décroché la médaille d'or au concours international Escoffier. Une première dans cette prestigieuse compétition. La jeune fille de retour à la maison a reçu les honneurs ce matin. Les compagnies aériennes domestiques sont donc prises à la gorge alors que les prix du kérosène s'envolent. Conséquence directe de la guerre en Iran, Air Tahiti et Air Moana annoncent augmenter les prix de leurs billets d'avion, mais pas seulement. De son côté, l'État rassure, il n'y a pas de pénurie à l'horizon. Esther Cuneo et Merete Atto font le point sur la situation. La hausse du cours de l'or noir gagne le Whenua. Si le prix à la pompe est encore amorti par le FRPH, ce n'est pas le cas du kérosène, dont les tarifs ont été multipliés par 2. Un doublement des prix devenu insupportable pour Air Tahiti. Déjà sous tension budgétaire, la compagnie annonce une hausse de 5% des prix des billets pour amortir le choc. Ça correspond sur les îles sous le vent de l'ordre de 800 francs et sur les destinations éloignées entre 1000 et 1500 francs. Ces augmentations de tarifs vont à peu près couvrir 50% du surcoût qu'on va avoir sur l'année 2026. Ça ne suffira pas, donc dans un deuxième temps, on essaye de voir comment on peut réguler au mieux notre programme de vol pour avoir des vols plus remplis. Ça ne va pas pouvoir se faire partout. Bien sûr, on répondra à la demande autant que c'est possible. L'allègement des fréquences concerne notamment certaines destinations déjà bien desservies, à l'instar de Bora Bora, qui compte aujourd'hui 10 à 12 vols par jour. Une île prisée des touristes américains et dont la fréquentation devrait reculer selon la compagnie. Et les Américains ont plusieurs contraintes aujourd'hui. L'inflation chez eux, le pétrole augmente aussi aux États-Unis, le fait qu'ils ont peur aussi de se retrouver bloqués un peu loin alors que potentiellement il n'y aurait plus de kérosène. Il y a un peu aussi une psychose autour de ces sujets-là. Et la psychose a bel et bien gagné l'Europe. Face au risque de pénurie de kérosène, la liste des vols supprimés dans le monde s'allonge. Air France KLM le 16 avril, mais aussi Air New Zealand, Qantas, United Airlines et plus récemment, la compagnie Lufthansa qui annonce l'annulation de pas moins de 20 000 vols cet été. Si en Polynésie, Air Tahiti est la première à dégainer, sa concurrente se prépare elle aussi à augmenter ses prix. Ça fait un petit moment qu'on y pense, qu'on observait effectivement. Notre objectif était quand même de limiter les répercussions sur la clientèle. Mais force est de constater que là, vu l'ampleur de la situation et vu que la crise a l'air de s'installer, nous envisageons d'augmenter légèrement, de manière mesurée et raisonnable, le prix des billets d'avion. La compagnie table pour l'instant sur une hausse d'au moins 500 francs et ne prévoit pas encore de réorganisation des vols. Au-delà du coût du kérosène, la crainte d'une panne sèche fait son chemin jusqu'au Whenua, alors que l'étau se resserre, car nos 3 opérateurs pétroliers s'approvisionnent essentiellement à Singapour et en Corée du Sud. 2 pays dont les 2 tiers du carburant viennent du Moyen-Orient et dont plus de 90% transitent par le détroit d'Ormuz. Pour le haut-commissaire pourtant, pas de pénurie à l'horizon. On est de toute façon en situation de veille avec les trois opérateurs pétroliers, l'état des commandes qui sont faites, l'état des commandes sur les bateaux, parce que c'est important, vous savez, il y a entre 20 et 30 jours de mer pour venir ici de Singapour ou de Corée. Et donc on suit ça de façon journalière avec eux pour établir des niveaux d'alerte si on avait besoin, mais à ce stade on n'a pas d'alerte particulière. On est livré jusqu'à fin mai, et donc ça veut dire qu'on a des stocks jusqu'au début juillet sans difficulté.
Si les stocks stratégiques de la Polynésie sont sécurisés, la question de l'arbitrage de ces stocks et de la répartition de la charge localement se pose. L'aide du pays de 2,4 milliards au bénéfice d'ATN n'est pas passée inaperçue chez les compagnies domestiques. Air Tahiti a également demandé une aide du pays. Aujourd'hui, restait sans réponse. Des perturbations dans le ciel, mais aussi sur la scène politique. Le Tavini a prononcé ce matin la radiation des membres du parti des dissidents du groupe Afanu Tihar porté par Tematei Legaik. Une séparation désormais irréversible qui laisse présager de fortes perturbations dans l'examen des prochains textes du gouvernement, à commencer par demain à l'Assemblée. Athéna Milcam, Jeanne Tinorua. Alignés face aux caméras, les cadres du parti Bleu Ciel ont annoncé une décision rare, lourde de conséquences, la radiation de 15 membres du Tavini Huiratira, 15 élus indépendantistes dissidents qui ont rejoint récemment les rangs de Afanu Tihar. Jusqu'ici, la fracture n'était visible qu'à l'Assemblée, sur fond de divergences profondes quant au chemin vers la souveraineté du pays. Cette fois, le Tavini acte la rupture. Pour les cadres du parti, impossible de tergiverser, c'est l'ADN du combat idéologique qui se joue. Ils peuvent se revendiquer du fait qu'ils sont toujours indépendantistes ou souverainistes, mais par rapport aux objectifs du parti, nous ne nous rejoignons plus. L'accession de ce pays à sa souveraineté est un droit sacré, inaliénable, imprescriptible et universel. Il appartient à tout le monde. On ne peut pas le limiter dans le temps en l'accélérant, en le retardant. On ne peut pas non plus le conditionner à une quelconque accession du pays à une souveraineté économique. C'est pas possible. Donc voilà, ça c'est les fondamentaux du Tavini Huiratira. À partir du moment où on remet en cause ces fondamentaux, on ne peut plus accepter que la personne, on ne va pas quand même changer les objectifs du parti pour les errements d'une personne. Annoncé comme futur président du parti Afanu Tihar, le président du pays, Moetai Broderson, n'a lui pourtant pas été radié du Tavini Huiratira. Une chose est sûre cependant, il n'a plus de majorité à l'Assemblée et devrait en tirer les conséquences selon le président de l'institution. Anthony Géros qui laisse présager un blocage dans l'hémicycle dès demain avec l'examen de 3 textes relatifs à des dispositifs d'aide dont l'issue pourrait être défavorable au gouvernement. On sait comment les choses vont évoluer. Lorsqu'on n'a plus de majorité, on prend ses propres décisions. Soit on continue à rester galfeutré sur notre trône et puis on continue à gérer les affaires comme on peut. Ou bien soit on prend une décision radicale, honorable, qui est de dire bon j'ai plus de majorité, j'ai plus rien à faire là. Chez les autonomistes, cette situation laisse craindre une nouvelle phase d'instabilité politique. Le président du Tapura Huiratira estime que tout retour en arrière paraît désormais impossible, au détriment, in fine, de la population. Et ça c'est effectivement le début de ce que l'on peut, les ingrédients pour une instabilité chronique qui va se présenter à nous, parce qu'effectivement, tout ça a été fait un petit peu dans la haine. Et quand on fait ça dans la haine, les gens deviennent aveugles. Et lorsqu'on devient aveugle, effectivement, on a tendance un peu à réagir à l'affect, c'est-à-dire à faire n'importe quoi, surtout en politique, surtout quand on gère les affaires publiques. Divorce acté et consommé donc chez les indépendantistes. Une scission qui se traduit aujourd'hui par un alignement inédit des forces politiques bleu ciel, rouge et verte. Le Tavini, le Tapura et Ahireya Porinetia se sont entendus pour demander l'abrogation de la réforme du RNS. Et alors que la réforme du RNS est donc attaquée de toutes parts, le pays, lui, défend son dispositif. Dans un communiqué envoyé aujourd'hui, l'exécutif a tenté de rétablir les faits tout en indiquant avoir entendu les inquiétudes. Il annonce également une réunion d'information publique sur la réforme du RNS sous le grand chapiteau de la présidence. Elle aura lieu ce samedi à 15h, une réunion également accessible à distance via Zoom. Voilà, de la scène politique aux enjeux économiques, l'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette élection à la tête du Séco-Sud. Willy Cheng-Sao a été élu président du syndicat pour l'électrification des communes du sud de Tahiti ce matin. Une nouvelle casquette pour celui qui est aussi le nouveau Tavana de Taiarapu Est. Il a désormais en charge la distribution de l'électricité de 4 communes, Tevayuta, Taiarapu Est et Ouest et Hitiautera, soit 35 000 habitants.
Fin du suspense, Joël Frébaud vient d'être élu à la tête de la CODIM. La maire de Hivaoua faisait face à Joseph Kaiha, le maire de Ouapou. Avec 10 voix contre 4, Joël Frébaud devient la nouvelle présidente de la communauté de communes des Marquises. Nos envoyés spéciales Jessica Doucet et Tawhiti Tauniwa Moussan ont recueilli ses premières impressions. Regardez. Oui, tout d'abord, donc je suis vraiment contente d'avoir obtenu ce résultat. Donc ça veut dire encore une fois que mes collègues Hakaïki me font confiance, ainsi que les membres titulaires donc, de la CODIM. Oui, je pense que ce serait bien quand même qu'on l'écrive une fois pour toutes, donc que la présidence soit tournante au nord-sud, comme ça après on n'aura plus de problèmes à ce niveau-là. C'est comme ça, hein, c'est les élections, donc tout le monde y a droit. Donc voilà, chaque candidat qui veut ou voudrait donc, a le droit de se présenter. Et cette élection a eu lieu sur fond de tension entre les Hakaïki, alors que l'alternance entre les îles du Nord et du Sud a été remise en cause. Plusieurs négociations ont eu lieu aujourd'hui pour tenter de trouver une issue. Retour sur ces tractations avec Jessica Doucet et Tawhiti Tauniwa Moussan. Il est 15h30 aux Marquises, l'air plutôt détendu. Les Hakaïki viennent d'arriver à cette première réunion. Dans quel état d'esprit vous êtes? Serein, dans l'esprit de notre archipel, la solidarité, l'ouverture de la discussion. C'est l'objet de cette rencontre avant la grande réunion. On me surnomme l'évêque. L'évêque, il apporte la parole bienveillante, la paix, la sérénité, c'est ça. Et puis cette discussion s'impose pour faire en sorte que l'adhésion soit toujours là. On va voir justement, on va se réunir, on va discuter et on verra. Pas de scission, pas de... Non, il n'y a pas de... On verra à la fin ce qu'il en sera. C'est ici, derrière ces murs, que les 6 maires marquisiens discutent pour tenter de définir le ou les candidats au renouvellement de la présidence de la CODIM. Pour le moment, il y a 2 candidats. La langue de chat. Donc, on verra peut-être, il y aura peut-être d'autres annonces à l'intérieur. On verra bien. C'est bien le Sud qui reprend la main cette fois-ci. Moi, je ne vise pas le Sud et le Nord. Ça va être un des membres des 15 conseils communautaires qui sera président. Les 15 représentants de la CODIM vont procéder au vote à bulletin secret. En attendant, le président sortant dresse un bilan qui semble plus que positif. Quitter son île pour donner la vie. Chaque année, des centaines de femmes des archipels éloignés sont contraintes de venir accoucher à Tahiti. Un passage obligé, mais souvent vécu comme une épreuve. Isolement, précarité, séparation familiale, des problématiques soulevées par l'association Agir Partage Santé Pacifique. Elle milite pour faire évoluer la situation. Voyez ce reportage de Nicolas Pérez. Chaque année, près de 700 femmes originaires des îles viennent accoucher à Tahiti. 25% d'entre elles seraient, selon l'association Agir Partage Santé Pacifique, dans une situation difficile, voire précaire, par manque de soutien familial sur place et financier. Eve, originaire de l'île de Rapa, a vécu ce parcours du combattant. C'est angoissant parce que tu as l'habitude, à Rapa c'est pas comme ça, il n'y a pas toutes les voitures, il n'y a pas toutes les charges administratives et tout, mais j'en ai connu qui ont galéré quand même. Logée par sa famille, Eve et son conjoint ont néanmoins dû faire face aux dépenses du quotidien. Les frais, le maha, le transport, justement vestimentaire, les achats, par mois ça coûte quand même aux alentours de 100 000. Un budget qui s'ajoute aux dépenses de la famille restée sur place. Outre l'aspect pécunier, la séparation est peut-être le plus compliqué à gérer pour ces familles. C'est dur pour eux. Justement, on remarque sur leur scolarité. Parce qu'après, tu as les maîtresses qui appellent « Ah, maman, il faudrait peut-être appeler plus souvent les enfants parce que, ils les trouvent un peu tristounés. » L'association Agir Partage Santé Pacifique, présidée par le docteur Biarrez, milite pour une meilleure prise en charge de ces mamans. Selon lui, l'impact de ces déplacements vers Tahiti est sous-estimé. Les femmes nous disent on a peur de faire des enfants, on n'est pas en sécurité, ni affective ni pécuniaire. Il y a une réflexion qui doit avoir lieu sur ce sujet, c'est un sujet de fond qui est important.
et qui engage encore une fois l'avenir de la santé mentale des enfants. C'est là-dessus que nous voudrions insister. Témoin de cette détresse, il observe des situations extrêmes que doivent affronter ces mères livrées à elles-mêmes. On a vu des femmes des îles et de Montréal aussi, mais des Tuamotu dans la rue à Tahiti en train de vendre des couronnes de fleurs pour acheter à manger. C'est de ça dont on parle. Et comme le disait Ève, ça a une conséquence mentale sur ces femmes, sur le lien mère-enfant, sur le développement futur de l'enfant et de la famille. Depuis un an, l'association a proposé au pays un plan d'urgence de forfait permettant de juguler ces situations. Le premier permettrait d'augmenter l'allocation logement qui est actuellement de 6 500 francs par jour, mais aussi d'ouvrir la gratuité des transports en commun et d'un forfait Internet. Le second prend en compte l'accompagnement d'un proche et les frais inhérents. Évaluation de ce budget annuel supplémentaire, 190 millions de francs. Là, il s'agit dans l'urgence, c'est vraiment de l'urgence de permettre à ces femmes d'avoir leur conjoint, leur tanné ou quelqu'un de leur famille pour briser cet isolement. C'est vraiment la priorité des priorités. Et puis d'avoir des logements décents où on leur offre à manger, c'est aussi quand même la moindre des choses. En parallèle, les associations à l'origine de ces mesures interpellent également le gouvernement sur l'importance qu'une étude soit réalisée auprès des populations des îles pour affiner les besoins. Et face à ces inquiétudes, l'Agence de régulation et de l'action sanitaire et sociale répond. Selon l'ARAS, le dossier avance. Écoutez Laure Thomé, chargée de mission périnatalité. Le pays a déjà conscience, même les gouvernements précédents. Je pense que toute personne qui a eu à diriger ce pays est consciente du problème de l'isolement. Donc, au-delà de la politique, puisque ce n'est pas le sujet du jour, je pense que maintenant, l'heure est de mobiliser les ressources, de voir comment elles peuvent se concrétiser. Nous, professionnels de santé et de stratégie de santé, nous sommes là pour les éclairer sur le meilleur chemin pour faire évoluer les choses. Donc j'ai foi. Les choses ne se font pas en quelques jours, parfois pas seulement en une pincée d'années, mais il faut être confiant, c'est pour bientôt. Elle fait la fierté de la Polynésie. Poerava Temakeu est rentrée au Fénois avec la médaille d'or. Une médaille obtenue au concours international Escoffier en art de la table. La jeune fille est la première polynésienne à décrocher un premier prix dans ce prestigieux concours. Elle a été accueillie avec les honneurs ce matin. Un événement suivi pour nous par Sam Teinaouri. C'est en mode championne du monde que Poerava est accueillie dans son établissement scolaire. Au fil des années, l'école hôtelière de Tahiti a pu envoyer ses élèves dans des concours nationaux. Les élèves ont progressivement obtenu des podiums jusqu'aux médailles d'or. Parce que par le passé, on a eu des médailles d'or au niveau national, au niveau Asie-Pacifique. Et donc cette année, voilà, donc c'est une belle page que Poerava a écrite pour l'école hôtelière et qui augmente encore le rayonnement de l'école hôtelière. Cette année, l'école hôtelière Te Parepare enverra 3 élèves à des concours nationaux et régionaux de cuisine et de boulangerie. Parmi les clés pour réussir ce type de concours, il y a bien sûr le travail, mais surtout un bon accompagnement, de bons professeurs, la famille et des sponsors. La plus belle des choses, c'est vraiment à retenir, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Donc ce sont vraiment des personnes qui ont été là pour moi, pour m'accompagner dans cette superbe aventure, donc qui m'ont aidé à me relever parfois. Il faut l'avouer que parfois ça a été difficile, il va falloir affronter plusieurs épreuves, donc vraiment s'entourer de bonnes personnes, travailler donc vraiment et ne jamais rien lâcher, c'est vraiment des valeurs importantes et fortes. Lors du concours international qui s'est tenu à Marseille, Poerava a porté les couleurs de la Polynésie et de la France. Selon son professeur et coach, Poerava n'était pas seul à concourir. Pourquoi Poerava a gagné? Je lui dis pour 2 choses, je donne. 1, le cœur et 2, le mana. Parce que derrière, voilà, toutes nos félicitations à Poerava Temakeu. Place au sport. Maintenant, une référence mondiale du jiu-jitsu brésilien est au Fénois. Carlson Gracie Jr. a animé un stage au dojo de Tamari'i Punaru à Utumauro hier. Un stage qui a attiré du monde. Plus d'une centaine de participants ont profité de l'événement. 2 entraîneurs du Fénois ont même reçu leur ceinture noire des mains du maître du jiu-jitsu. Désiré Teivao revient pour nous sur cet événement.
C'est carrément un honneur pour nous, hein. En tout cas personnellement, moi c'est une légende du Jiu-Jitsu qu'on peut côtoyer, qu'on peut approcher. Sur les tatamis, l'excitation est palpable. Enfants et adultes sont venus nombreux pour rencontrer Carlson Gracie Jr., héritier d'une des plus grandes lignées du Jiu-Jitsu brésilien. Face aux stagiaires, le maître présente différentes techniques, contrôle au sol, renversement. Les gestes sont détaillés, répétés, puis mis en pratique. Ce soir, on aborde un large panel de techniques. L'objectif est de les aider à se développer dans leur pratique et de les guider dans l'apprentissage du style Carlson Gracie. J'espère qu'ils ont apprécié. Comment décririez-vous le style Carlson Gracie? C'est le meilleur du monde. Nous sommes les meilleurs. Ce premier stage était aussi l'occasion pour Manari Mariterangui et Gérald Duval de recevoir un ceinture noire des mains du maître Carlson Gracie Jr., un aboutissement pour ces deux entraîneurs impliqués depuis plusieurs années dans le développement du jiu-jitsu brésilien au Fénouan. Ça fait chaud au cœur. C'est beaucoup de sentiments en fait, qui se mélangent. Hein. C'est des choses auxquelles on ne s'y attend pas vraiment. Et encore de la main, je veux dire, de Carlson Gracie. C'est assez émouvant et impressionnant à la fois. C'est une surprise, je ne m'y attendais pas. Je pense qu'il y a d'autres coachs qui méritaient avant moi. Après, apparemment, c'est pour tout récompenser, quoi. Ma reprise de compétences, l'international, les enfants, le club ici. Le travail, ça a payé, quoi. Ça fait 16 ans que je pratique. Voilà. Carlson Gracie Jr. doit animer un nouveau stage jeudi dans le dojo de Punaru. Et vendredi, les stagiaires auront l'occasion de s'affronter lors de Sparring Day. Voilà, un événement qui a bien eu lieu donc à Punaauia. Au volet culture, maintenant, après les cérémonies du Matari'i Inia, place à celle de Matari'i Raro. Pour célébrer cette saison qui invite à ralentir le rythme, le pays annonce plusieurs événements. Ils auront lieu du 19 au 23 mai. Des conférences, une nuit spéciale au musée de Tahiti ou encore des activités seront proposées au grand public. La cérémonie officielle, elle, aura lieu le mercredi 20 mai à 18h dans les jardins de Paufei. Écoutez les précisions de Vaitua Tokorani, le directeur de la Maison de la Culture, est interrogé par Sam Teinauri. Matari Raro, c'est une période de disette, mais c'est aussi un temps d'apprentissage. Du coup, nous organisons beaucoup d'ateliers à destination des scolaires dans la semaine du 19 mai. À l'heure actuelle, 80% des ateliers sont remplis par les établissements scolaires. Donc ça montre effectivement l'intérêt et l'intérêt pédagogique pour ce bel événement et l'engouement que cela suscite. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez le magazine de 0 à 100 km/h, suivi d'un nouvel épisode de Un plat, un talent, une formation. Enfin, ne manquez pas les grandes signatures avec Marguerite Lai. Excellente soirée à tous. À demain, 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.